Si on croisait Game of Thrones avec un recueil de 100 cauchemars parmi les pires, et que le tout était raconté par une voix cynique, on obtiendrait presque un pseudo-documentaire sur les empires les plus brutaux. Ici, ce n'est pas l'hiver arrive, c'est l'hiver est déjà là, et il n'est pas venu avec une tempête, mais avec une botte dans la figure. L'Empire du Japon, c'est quand modernisation veut dire on a appris votre alphabet pour rédiger plus vite votre capitulation. Officiellement, ça démarre en 1868. L'Empire voit l'objectif, ne voit pas les obstacles. Et cette course se termine après la Seconde Guerre mondiale, avec la Constitution d'après-guerre en 1947. Globalement, pas besoin de faire un dessin. La guerre contre la Russie, en 1904-1905, c'est le moment où la discipline insulaire a collé une gifle à une énorme puissance. Une gifle si sonore que certains ont encore l'œil qui tressaute quand on en parle. Et ensuite, le Japon comprend une idée très simple. Si ça a marché une fois, pourquoi ne pas en faire un système ? Au XXe siècle, ce système devient expansion et occupation. La Corée sous contrôle, la Chine sous le feu. Le tout avec l'expression de quelqu'un qui se prend pour le porteur officiel de la civilisation. Et en 1937 arrive un épisode qui, même à l'échelle d'une guerre, ressemble à une panne d'humanité. Le massacre de Nankin. Les dates et les chiffres se discutent dans le détail, mais le sens est en acier. Meurtre de masse et violence pendant des semaines, les estimations des victimes varient grosso modo de centaines de milliers à plus de 300 000, parce que là, les chiffres ne sauvent personne de l'horreur. Et si tu pensais que ça ne peut pas être pire, l'Empire avait une cave dédiée, l'unité 731. De 1936 à 1945, expérimentation sur des humains et armes biologiques. C'est la partie de l'histoire où toute blague sonne comme un micro mal réglé à un enterrement. Donc on va faire court. Le progrès technique sans morale, ce n'est pas du progrès. C'est un crime tamponné, laboratoire. La fin tombe en 1945. Un empire habitué à prendre par la force rencontre une force d'un autre niveau. Puis vient le reboot du pays et le point final officiel dans l'ordre d'après-guerre en 1947. L'ironie, c'est qu'une superpuissance au sabre a fini par perdre non seulement face aux bombes, mais face à sa propre idée que l'humain est inconsommable. L'Empire britannique, celui où thé, bonne manière et parlement venaient en Pâques avec canons, opium et une morale qui ne s'allume que pour les affiches. Les dates flottent parce que l'Empire a grandi comme une moisissure, discrètement, longtemps, sur tout ce qui traînait. Et si tu veux un joli clic final, 1997, l'année où Hong Kong est rendu à la Chine. Oui, même les empires finissent parfois par devoir remplir un formulaire de retour. Un des épisodes les plus honnêtes, ce sont les guerres de l'opium. La première de 1839 à 1842, la seconde de 1856 à 1860. Le scénario est simple. La Chine tente de fermer le robinet du trafic, la Grande-Bretagne répond avec une diplomatie du genre « on a une flotte, on en parle, mais d'abord, prenez une salve de tous les canons ». C'était un business plan qui ne rentrait pas dans la morale, alors ils l'ont fait rentrer dans un canon. Ensuite, l'Inde, où l'Empire savait à la fois donner des leçons d'ordre et tirer sur une foule. Amritsar, Jallianwala Bagh, 13 avril 1919. Les troupes britanniques ouvrent le feu sur des gens rassemblés. Les bilans divergent, de quelques centaines à plus d'1 millier, mais le sens est unique, une décision de gestion qui tirait en rafale. Puis, le Bengale en 1943-1944. Une famine qui a tué, selon les estimations, de centaines de milliers à plusieurs millions de personnes. On voit souvent un ordre de grandeur allant d'environ 800 000 à plus de 3 millions. Parce que c'est un cocktail de guerre, d'économie et de décisions qui paraissent efficaces sur le papier et qui, dans la vraie vie, ressemblent à un cimetière. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est un schéma récurrent. La résistance devient des troubles et la réponse devient du maintien de l'ordre. Afrique du Sud, guerre des boers,
camp pour civils à la fin du 19e siècle, des dizaines de milliers de morts, beaucoup d'enfants. Kenya, révolte des Momo dans les années 50, camps et tortures, et même des épisodes comme Ola, où des détenus ont été tués. Un empire amoureux du mot civilisation avait une étrange habitude, la construire avec du fil barbelé. Conclusion britannique, particulièrement cynique, on peut vendre pendant des siècles une image de gentleman, mais l'histoire finit toujours par se rendre au guichet des faits, avec des actes, des dates et des vies humaines comme effet secondaire. L'Empire français, le premier empire. Là, on entre dans un truc très simple. Napoléon regarde l'Europe et se dit « je peux optimiser tout ça ». De 1804 à 1814, puis un petit retour éclair en 1815, la France passe en mode machine à remodeler le continent. Sur le papier, grandeur, code, administration. Dans la réalité, mobilisation, guerre et des cartes qu'on redessine à coups de bottes. Austerlitz 1805, victoire brillante, mise en scène impeccable et un message très clair envoyé à l'Europe. Le genre de bataille qui transforme un homme en légende et des dizaines de milliers d'autres en statistiques. Puis vient l'idée géniale qui mérite sa propre sirène, la campagne de Russie 1812. La logique du départ, on va régler ça vite. La logique de l'arrivée, où est passé l'été et pourquoi la neige a-t-elle une opinion politique? Entre la tactique de la terre brûlée, les lignes de ravitaillement qui craquent et l'hiver qui fait ce qu'il sait faire, la grande armée se dissout comme une promesse électorale. Et ce n'est pas que la Russie. Espagne, à partir de 1808, une guerre qui devient un bourbier. Guérilla, répression, ville qui explose de colère, et une occupation qui te coûte plus cher que ce qu'elle te rapporte. Sur certaines zones, l'Empire découvre une vérité désagréable. Tu peux prendre une capitale, mais tu ne prends pas forcément un pays. Pendant ce temps, en Europe, les coalitions se reforment. Parce que quand tu deviens trop dominant, tu ne te fais pas respecter. Tu deviens un projet collectif à abattre. Leipzig, 1813, la grosse claque, la bataille des nations, et l'impression que le sol lui-même dit stop. 1814, Paris tombe, l'empereur abdique. Et là, plot twist, il revient. Les 100 jours, 1815, un comeback plus rapide qu'une série Netflix, et une fin encore plus rapide à Waterloo. Le genre de finale où l'histoire ne te laisse même pas le temps de négocier un spin-off. Bilan, Napoléon laisse des réformes durables, une administration qui marque l'Europe, et une montagne de morts. L'Empire, c'est souvent ça. On t'explique que c'est pour organiser le monde, et au bout du compte, le monde se souvient surtout du prix. L'Empire romain, l'endroit où la toge était à la mode et où la conquête était toujours tendance. De 27 avant notre ère à 476 de notre ère, Rome passe d'une petite cité italienne à l'ours principal de la Méditerranée, du moins à l'ouest. Commençons par Jules César, qui donne à l'impérialisme romain un boost sérieux. Pendant les guerres des Gaules, de 58 à 50 avant notre ère, des auteurs antiques lui attribuent des chiffres apocalyptiques. Environ 1 million de morts et un autre million réduits en esclavage. Son fameux Veni, Vidi, Vici mériterait une ligne bonus. Et j'ai dépeuplé. Ensuite, Caligula, l'empereur préféré des amateurs de folie, de 37 à 41 de notre ère. Il aurait souhaité que le peuple romain n'ait qu'un seul coup pour pouvoir tout décapiter d'un coup. Et selon les récits, il aurait menacé de nommer son cheval consul. Apparemment, la stabilité de l'écurie lui semblait une vertu politique. Néron, de 54 à 68, pousse la persécution des chrétiens très loin. Après le grand incendie de Rome en 64, il les accuse et les transforme en torches vivantes pour éclairer ses jardins. Une version trop littérale de la lumière du monde. Impossible d'oublier le Colisée, inauguré sous Titus. Cette immense arène pouvait contenir des dizaines de milliers de spectateurs, on parle souvent d'environ 50 000, venus regarder des gladiateurs se battre à mort. C'était comme un abonnement payant, sauf que tu ne peux pas l'annuler.
Mais Rome, ce n'est pas que la brutalité. Ils ont donné au monde des routes, des aqueducs, un calendrier. Ils ont aussi offert des tuyaux en plomb, et sans dire que ça explique tous les empereurs bizarres, l'ère de la ville éternelle avait clairement un côté toxique dans tous les sens. En 212, l'empereur Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Pas par bonté, une raison, c'est d'élargir la base sur laquelle on prélève de l'argent. La Rome antique, même la citoyenneté vient avec une astuce. L'Empire tombe définitivement en 476 quand le chef germain Odoacre renverse le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule. Après presque 500 ans, on découvre un truc. Rome n'était pas si éternelle. Mais elle a laissé des ruines parfaites pour les selfies. L'Empire mongol, l'endroit où l'équitation et la domination mondiale vont main dans la main. De 1206 à 1368, ces guerriers des steppes redéfinissent le sens du mot global. Oui, à la fin, ce n'est plus un seul point, mais plusieurs points lourds, les Ulus. Mais le monde n'en devient pas plus léger. Tout commence avec Gengis Khan, qui unifie les tribus mongoles en 1206. Sa diplomatie, soumets-toi ou meurs. Pas exactement le roi de la nuance. En 1219, il lance la guerre contre le Khwarezm après l'histoire d'Otrar, l'exécution de ses hommes, puis celle de ses ambassadeurs. Ce n'était pas « il m'a mal regardé », c'était « il a fait l'erreur que la steppe n'oublie jamais ». La réponse, des villes détruites, Boukhara, Samarcande, Urgench, réduites en ruines. Urbanisme version mongole, si ça existe, détruis-le, puis étonne-toi que personne ne paie d'impôts. Le sac de Bagdad en 1258, sous Houlagou, est particulièrement violent. On raconte souvent la légende de la maison de la sagesse et de la rivière noircie par l'encre. L'image se discute, mais le fait principal ne bouge pas. La ville est écrasée, et ça devient une des grandes catastrophes du Moyen-Âge. Leur jeter un livre, pris un peu trop au pied de la lettre, même pour des gens qui débattaient à la lame, est impossible d'ignorer Tamerlan, de 1370 à 1405. Techniquement, ce n'est plus l'empire mongol au sens strict, mais c'est un héritier tardif de sa méthode militaire et de sa manie de régler les problèmes de la manière la plus atroce. Il aimait construire des pyramides de crânes. Après la prise de Delhi en 1398, il organise des exécutions massives de prisonniers. Les sources discutent les chiffres, mais la logique est en béton. La terreur comme architecture. Chez lui, la construction en hauteur commençait au cimetière. Les Mongols ne sont pas que des destructeurs. Ils mettent en place le yam, un vaste système postal à travers l'Empire. Bon, il servait surtout à transmettre des ordres pour de nouvelles conquêtes et destructions. Mais l'efficacité, validée. Sous Kubilai, petit-fils de Gengis, la puissance mongole atteint son sommet en Asie orientale. Il achève la conquête de la Chine du Sud en 1279 et fonde la dynastie Yuan. Il tente même 2 invasions du Japon et 2 fois, sa flotte est détruite par des typhons. Les Japonais appellent ça le vent divin, kamikaze. Les Mongols, eux, ont probablement appelé ça plus simplement l'expansion maritime s'est terminée à cause de la météo. Au final, l'empire se fragmente en khanats et en 1368, les Mongols sont chassés de Chine. Même la plus grande machine terrestre finit un jour par se cogner au réel. Héritage, des dizaines de millions de morts, un nouvel ordre mondial et l'honneur douteux d'avoir créé le plus grand empire terrestre continu de l'histoire. Pas mal pour des nomades qui, au départ, gardaient des chèvres. L'empire aztèque, l'endroit où les sacrifices humains étaient une routine de bureau, comme changer l'eau de la fontaine aujourd'hui. De 1428 à 1521, ces puissances mésoaméricaines transforment le centre du Mexique en un État théocratique avec une pente très sanguine. L'Empire démarre en 1428, quand Tenochtitlan forme la Triple Alliance avec Texcoco et Tlacopan. Leur slogan aurait pu être « En grand ou pas du tout ». Vers 1519, ils contrôlent une grande partie du Mexique central. Au cœur de leur culture, les sacrifices humains,
pris très au sérieux. Lors de la reconsécration du grand temple de Tenochtitlan en 1487, certaines sources avancent des chiffres qui donnent envie de fermer le livre et de faire comme si on n'avait rien lu. De quelques milliers à des dizaines de milliers, et certains récits vont jusqu'à parler de 80 000 en 4 jours. Même si c'est exagéré, l'idée reste. Le rythme de travail était infernal. Les Aztèques ont aussi une manière particulière de faire la guerre, les guerres fleuries. Des combats ritualisés organisés pour capturer des prisonniers destinés au sacrifice. Imagine une guerre pas pour tuer l'ennemi, mais pour le ramener à la maison pour un dîner mortel. Moctezuma II, au pouvoir de 1502 à 1520, renforce la pression et l'expansion. Et à propos de menus quotidiens à base de chair sacrificielle, il faut garder une étiquette rumeur et histoire coloniale. Ce genre de récit circule chez les conquérants parce que ça les arrange de peindre l'adversaire en monstre. Un leader au goût exotique peut-être, mais la source du menu, souvent, c'est la propagande, pas la cuisine. Et pourtant, les Aztèques ne se résument pas au sang. Ils ont des systèmes développés d'agriculture, d'éducation, de médecine. Ils avaient même une forme d'éducation assez généralisée, même si le programme devait inclure un module sacrifice, introduction. Leur capitale, Tenochtitlan, est un miracle d'ingénierie, construite sur un lac, population autour de 200 000 habitants, une des plus grandes villes du monde. Bon, avec des temples géants où on arrachait des cœurs, donc ce n'est pas exactement un week-end détente. L'Empire rencontre son adversaire en 1519, quand débarque le conquistador Hernán Cortés. En 1521, l'Empire aztèque tombe. Les sacrifices ne donnent pas l'immunité, ni contre la variole, ni contre les canons espagnols. L'Empire espagnol, là où le soleil ne se couchait jamais, tout comme leurs ambitions. De 1492 à 1976, l'Espagne passe d'un royaume récemment uni à une puissance globale qui aurait rendu jaloux même le roi Midas. Tout commence en 1492, quand Christophe Colomb traverse l'océan et découvre l'Amérique. Pour des millions de gens qui y vivaient déjà, c'était, disons, surprenant d'apprendre qu'on devait les découvrir. La vraie brutalité démarre avec les conquistadors. Hernán Cortés débarque au Mexique en 1519 avec 600 hommes, et en 1521, il laisse l'Empire aztèque en ruine. Son secret, un mélange mortel d'armes, de maladies, d'acier, plus une belle quantité de trahison et de manipulation. Francisco Pizarro fait la même chose au Pérou en capturant l'Inca Atahualpa en 1532. Malgré la rançon, une pièce remplie d'or et d'argent, Pizarro exécute quand même Atahualpa, une politique de retour très particulière. L'Inquisition espagnole, créée en 1478, pousse la persécution religieuse à un autre niveau. Sous Torquemada, en poste de 1483 à 1498, des milliers de personnes sont torturées et exécutées. Leur crime, ne pas être assez catholique. Ces types ont pris la police des mœurs beaucoup trop au sérieux. En 1492, la même année où Colomb part, l'Espagne expulse la population juive. Des centaines de milliers de personnes sont forcées de se convertir ou de quitter le pays. Les musulmans de Castille sont ensuite, peu après, forcés au baptême ou à l'exil. Un jalon majeur, c'est 1502. Et si tu crois que ça s'arrête là, non. Vient ensuite l'expulsion massive des Morisques, de 1609 à 1614. La diversité, version espagnole, semblait se limiter à différents types de catholiques. Il y a aussi des plus. L'Espagne fait découvrir à l'Europe le chocolat, la pomme de terre, la tomate. Elle apporte aussi la variole en Amérique. Pâques mixtes, disons. Au XIXe siècle, l'immense empire commence à s'écrouler. Une grande partie de l'Amérique latine devient indépendante. L'Espagne garde Cuba jusqu'en 1898, puis la perd dans une guerre contre les États-Unis. Et au XXe siècle, elle coupe ses derniers petits bouts coloniaux. Vers le milieu des années 70, c'est le point final de l'époque impériale. Après presque 500 ans, l'empire où le soleil ne se couchait pas finit par terminer sa journée. L'Empire ottoman, l'endroit où les sultans régnaient sans partage
et où l'expansion était toujours au menu. De 1299 à 1922, il transforme un petit État turc en une puissance transcontinentale qui ferait dire même à Alexandre le Grand pas mal. Tout commence avec Osman le Ier, fondateur de l'Empire en 1299. Ses descendants ont visiblement pris le business familial très au sérieux. Au XVIe siècle, ils contrôlent une bonne partie de l'Europe du Sud-Est, de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Ils ont une méthode de recrutement particulière, le devshirme. Ils prennent des garçons chrétiens, les convertissent à l'islam et les forment comme soldats d'élite, les janissaires. Une politique RH extrême. Mehmed le Conquérant mérite son surnom en 1453, quand il prend Constantinople et met fin à l'Empire byzantin. Il transforme Sainte-Sophie de cathédrale en mosquée, une manière très déménagement de refaire la déco. Soliman le Magnifique, au pouvoir de 1520 à 1566, porte l'Empire à son apogée. Il assiège Vienne en 1529, s'étend en Hongrie et signe même une alliance avec la France contre les Habsbourg. Magnifique, chez lui, ressemblait plus à un défi qu'à un compliment. Les Ottomans ne sont pas que des conquérants. Pour l'époque, ils sont relativement tolérants, laissant des minorités religieuses pratiquer tant qu'elles payent la jizya. Liberté de religion, mais avec facture. Mais les dernières années prennent une tournure sombre. Le génocide arménien en 1915-1916 mène à la destruction systématique d'un nombre immense de personnes. Les estimations donnent souvent une fourchette allant d'environ 600 000 à plus d'1 million. Rappel brutal. Même des empires tolérants peuvent basculer dans l'indicible. Le déclin est progressif et c'est ça le piège. Les empires tombent rarement d'un coup. Ils se déchirent aux coutures pendant qu'ils font semblant que tout est sous contrôle. La Grèce part dans la première moitié du XIXe siècle. L'Égypte devient presque indépendante dès Muhammad Ali au début du XIXe, puis gagne encore plus d'autonomie dans la seconde moitié. Sur la carte, c'est ottoman. Dans la réalité, ça vit sa vie. Les Balkans s'en vont à la fin du XIXe et au début du XXe. La Première Guerre mondiale donne le coup final. Les Ottomans choisissent le mauvais camp et en 1922, l'Empire se réduit à la Turquie moderne. Le malade de l'Europe finit par mourir, laissant un héritage complexe, mélange culturel, merveilles architecturales et avertissement sur les risques de l'avidité impériale. L'État indépendant du Congo, l'endroit où le mot indépendant est la blague la plus énorme depuis le Saint-Empire romain. De 1885 à 1908, ce n'est pas vraiment une colonie, c'est le terrain privé de terreur du roi Léopold le II. Tout commence en 1885, quand Léopold convainc d'autres puissances européennes de lui confier le Congo comme possession personnelle, un territoire environ 76 fois plus grand que la Belgique. Il vend le projet comme une mission humanitaire et philanthropique de civilisation. En réalité, extraction de caoutchouc et d'autres ressources. Spoiler, rien d'humanitaire. La force publique, l'armée privée de Léopold, fait respecter les quotas de caoutchouc avec une efficacité glaçante. Leur slogan aurait pu être « Donne le caoutchouc ou on prend tes mains ». Et c'était littéral. Les soldats devaient apporter une main coupée pour chaque balle utilisée pour prouver qu'ils n'avaient pas gaspillé les munitions à la chasse. Les villages qui ne remplissaient pas les quotas se prenaient l'horreur. Hommes tués, femmes violées, enfants mutilés. Une terreur qui aurait impressionné même des dictateurs chevronnés. Les estimations des morts varient de 3 à 15 millions de Congolais, environ la moitié de la population. Léopold réussit à dépeupler un territoire de la taille de l'Europe de l'Ouest sans presque jamais venir au Congo. Pendant ce temps, il dépense l'argent volé dans des projets luxueux en Belgique. Serre royale de Laken, arcades, monuments, construits de fait sur le sang. Les atrocités deviennent connues, notamment grâce à des missionnaires et à des journalistes comme Edmund Morel. Sous la pression internationale, Léopold est forcé d'abandonner sa propriété en 1908. Ce régime reste un des plus brutaux de l'histoire. Pas le plus long, mais en 23 ans, il pose des standards de violence coloniale. Léopold II prouve un truc simple. Parfois, les vrais monstres portent une couronne.
Le Troisième Reich, l'endroit où le fascisme rencontre le fanatisme et où le monde tremble. De 1933 à 1945, l'Allemagne nazie écrit une des pages les plus sombres de l'histoire humaine. Tout commence quand Adolf Hitler, un homme qui a décidé de forcer le monde entier à aimer ses tableaux, devient chancelier en 1933. En quelques mois, il transforme l'Allemagne en État à parti unique. La démocratie, disons au revoir. Les nazis imposent vite une idéologie raciste. Les lois de Nuremberg en 1935 retirent aux Juifs leur citoyenneté et leur interdisent de se marier ou d'avoir des relations avec des personnes de sang allemand ou apparenté. On dirait qu'ils ne voulaient pas seulement être un parti, mais aussi le pire service de rencontre possible. Puis vient la nuit de cristal, en novembre 1938. En une nuit, les nazis détruisent 267 synagogues et saccagent environ 7500 commerces et entreprises juifs. Une rénovation urbaine version nazie, d'abord le verre, ensuite le sang, ensuite le papier tamponné. La Seconde Guerre mondiale commence en 1939, quand l'Allemagne envahit la Pologne. La tactique du Blitzkrieg paraît d'abord irrésistible. La France tombe en 6 semaines en 1940 et les Allemands se demandent pourquoi, la fois d'avant, ça avait été si difficile. Mais l'horreur principale arrive ensuite. La Shoah, l'extermination systématique de 6 millions de Juifs et de millions d'autres personnes jugées indésirables. Les nazis industrialisent le meurtre de masse, transformant les camps en chaînes grotesques. Des médecins nazis mènent des expériences cruelles sur des détenus. Joseph Mengele, l'ange de la mort, est tristement connu pour ses expériences sur des jumeaux à Auschwitz. Les savants fous cessent d'être un trope de cinéma. Le tournant arrive après l'invasion de l'Union soviétique en 1941, puis l'entrée en guerre des États-Unis. En 1945, un Reich censé durer 1000 ans s'effondre au bout de 12.